Ce que nous sommes sur le point de vous raconter ressemble à quelque chose tiré d'un thriller hollywoodien, mais cela s'est bel et bien produit dans la vraie vie. Imaginez ceci, une belle femme blonde arrive dans un complexe militaire en Afrique de l'Ouest, transportant des fournitures médicales et arborant le sourire d'un ange. Elle s'exprime parfaitement, possède des références irréprochables et prétend être là pour aider les enfants. Mais un homme, un leader aguerri qui a vu trop de tromperies au cours de sa vie, remarque quelque chose que les autres ne voient pas. Son arrivée est trop bien synchronisée. Son histoire, trop impeccable. Et lorsqu'il décide de creuser davantage, ce qu'il découvre vous choquera. C'est l'histoire de la façon dont une simple question a révélé une opération d'espionnage international. Et de comment, parfois, les ennemis les plus dangereux se déguisent en vos plus grands alliés. La poussière soulevée par le convoi du matin n'était pas encore retombée qu'un véhicule apparut à l'horizon brûlant du Burkina Faso, tel un mirage. Le camion blanc de l'ONU levait des nuages de terre rouge à mesure qu'il approchait du complexe, lourdement fortifié. Son moteur peinait sous la chaleur accablante, qui forçait même les soldats aguerris à chercher l'ombre. Mais à l'intérieur du véhicule se trouvait quelqu'un qui semblait étrangement épargné par le soleil brûlant de l'Afrique. Une femme dont le calme était aussi parfait que son histoire de couverture. Le docteur Sarah Magnusson descendit du camion avec la grâce assurée de quelqu'un qui appartenait à tout et à rien à la fois. Ses cheveux blonds, tressés avec une précision militaire, captaient la lumière du soleil tandis qu'elle observait les lieux avec des yeux attentifs, tout en feignant de ne voir que ce qu'un humanitaire devrait remarquer. Elle portait l'uniforme kaki standard des travailleurs humanitaires internationaux, mais sa démarche et son attitude trahissaient une formation bien plus poussée que celle d'une simple médecin. Dans ses mains, elle tenait une caisse en plastique blanc immaculé, marquée d'un lettrage rouge en gras, fourniture médicale d'urgence autorisée par l'UNICEF à manipuler avec précaution. La boîte semblait lourde, et elle la manipulait avec la révérence de quelqu'un apportant des médicaments vitaux à des populations désespérées. Mais les apparences, comme le monde allait bientôt l'apprendre, peuvent être terriblement trompeuses. Le colonel Ibrahim Traoré se tenait immobile à l'ombre du bâtiment principal du complexe, ses yeux sombres suivant chaque mouvement de cette visiteuse inattendue. À 38 ans, Traoré avait déjà vécu 3 coups d'État, d'innombrables escarmouches frontalières et assez de trahison pour remplir plusieurs vies. Son visage buriné portait les cicatrices d'un homme qui avait appris à faire confiance à ses instincts avant tout. Et à cet instant précis, ses instincts hurlaient des avertissements que son esprit rationnel tentait encore de comprendre. Ce qui le dérangeait le plus, c'était le timing. 72 heures plus tôt, il avait convoqué une réunion confidentielle avec ses conseillers les plus proches pour discuter de rapports de renseignement concernant des opérations de surveillance étrangères dans la région. La réunion s'était tenue dans le plus grand secret, téléphone confisqué, salle fouillée de fond en comble à la recherche d'appareils électroniques. Seules 6 personnes connaissaient les détails de ce qui y avait été discuté. Et pourtant, cette femme arrivait sans prévenir, avec une aide que personne n'avait demandée, quelques jours à peine après cette réunion. Dans l'expérience de Traoré, les coïncidences n'étaient que rarement fortuites. Le docteur Magnusson s'approcha des portes du complexe avec la démarche mesurée de quelqu'un habitué à entrer en territoire hostile, tout en maintenant l'illusion d'une mission pacifique. Son sourire était professionnellement chaleureux, pas trop large pour paraître faux, pas trop discret pour paraître froid. Le genre de sourire répété devant un miroir, perfectionné à travers d'innombrables opérations dont le public n'entendrait jamais parler. « Bonjour », lança-t-elle dans un français impeccable, son accent trahissant une formation dans les meilleures institutions parisiennes. « Je suis le docteur Sarah Magnusson, de la Coalition internationale d'aide médicale. Nous avons reçu des informations faisant état d'une crise sanitaire potentielle dans cette région, et sommes venus offrir notre aide. » Les gardes à l'entrée échangèrent un regard. Leurs mains se rapprochèrent instinctivement de leurs armes. Ils avaient été entraînés à se méfier des visiteurs inattendus, surtout ceux qui arrivaient sans coordination préalable. Mais cette femme ne semblait pas menaçante. Elle ressemblait au salut, dissimulée sous des habits trop bien taillés. Traoré sortit de l'ombre. Sa seule présence attira immédiatement l'attention, tant de ses soldats que de la visiteuse. Lorsque leurs regards se croisèrent, un bref instant de reconnaissance passa entre eux, quelque chose de plus profond qu'un simple échange de civilité. Elle vit en lui un homme qui avait survécu en doutant de tout. Il vit en elle une façade trop parfaite pour être sincère. « Docteur », dit-il d'une voix emplie de l'autorité calme d'un homme habitué à être obéi. « Je suis le colonel Traoré. Nous ne nous attendions pas à une assistance médicale aujourd'hui. » Son sourire ne vacilla pas, mais une étincelle brilla dans son regard. Une microseconde de calcul, imperceptible à un œil non averti. « Colonel, les crises humanitaires ne préviennent pas toujours avant d'éclater. Lorsque nous avons reçu des informations sur d'éventuelles épidémies dans cette région, nous avons estimé qu'il était de notre devoir d'intervenir sans tarder. Chaque heure de retard peut coûter des vies. » Ces mots flottaient entre eux comme la fumée d'un feu à peine éteint.
Traoré les rangea mentalement dans une liste de plus en plus longue de détails qui ne collaient pas à l'histoire qu'on lui présentait. « Quelles informations précises ?» demanda-t-il, le ton toujours cordial, mais les yeux fixés sur son visage. Pour la première fois depuis son arrivée, le docteur Magnuson hésita. Ce fut à peine perceptible, une pause de peut-être une demi-seconde de trop pour une conversation fluide. Mais cela suffit à confirmer les soupçons croissants du colonel, cette femme n'était pas ce qu'elle prétendait être. « Rapport des centres régionaux de surveillance sanitaire », répondit-elle d'une voix douce. Son rétablissement fut si fluide que la plupart des gens n'auraient pas remarqué l'incertitude momentanée. Augmentation des cas de fièvre, détresse respiratoire, symptômes évoquant des maladies infectieuses potentiellement graves. Nous disposons d'équipements de dépistage mobile et pouvons commencer les opérations immédiatement, si vous nous autorisez à accéder à la population locale. Traoré hocha lentement la tête, réfléchissant à son offre tout en analysant chaque détail de sa présentation. Son récit était plausible, ses qualifications semblaient authentiques, et son inquiétude paraissait sincère. Pourtant, quelque chose ne collait pas à sa connaissance du fonctionnement réel des organisations humanitaires dans la région. Ces stations de surveillance sanitaire, demanda-t-il prudemment, quelles structures spécifiques ont fourni ces rapports? Encore une minuscule hésitation. Il faudrait que je vérifie mes documents pour vous donner les noms exacts des structures. Colonel, les rapports nous sont parvenus par notre bureau central de coordination à Ouagadougou. Si vous le souhaitez, je peux contacter notre quartier général par radio pour obtenir les détails. Ce qu'elle ignorait, c'est que Traoré était en contact régulier avec tous les établissements de santé légitimes dans un rayon de 200 km autour de sa position. Et aucun d'entre eux n'avait signalé une quelconque épidémie, anomalie ou besoin d'intervention internationale. Son récit, aussi soigneusement rédigé soit-il, reposait sur des fondations inexistantes. Mais au lieu de la confronter immédiatement, Traoré prit une décision qui allait s'avérer cruciale pour exposer l'ampleur de l'opération qu'elle représentait. Il la laisserait faire. Il observerait. Jusqu'à ce qu'elle révèle son véritable objectif. « Docteur, nous vous remercions pour toute aide que vous pourrez apporter », dit-il en s'écartant pour lui permettre d'entrer dans l'enceinte. « Nous disposons d'un centre médical où vous pourrez installer votre équipement. Je désignerai quelqu'un pour vous aider. » Un éclair de soulagement traversa son visage, si bref qu'un observateur ordinaire l'aurait interprété comme de la simple gratitude. Mais Traoré, lui, comprit ce que cela signifiait vraiment, la satisfaction d'avoir franchi son premier obstacle. Alors qu'il traversait le complexe, le docteur Magnuson maintint un flot constant de propos professionnels, posant des questions sur la densité de la population locale, les problèmes de santé récents, et les considérations logistiques liées à l'installation de postes de dépistage. Ces questions étaient exactement celles qu'un véritable travailleur humanitaire poserait, avec le niveau de préoccupation et d'expertise attendu. Mais Traoré remarqua autre chose, la manière dont ses yeux cataloguaient automatiquement les positions défensives et les équipements de communication, la façon dont ses regards apparemment distraits se concentraient systématiquement sur les zones stratégiques du complexe. Il observa aussi comment elle portait sa caisse de fourniture, non comme un simple contenant de matériel médical, mais comme un objet précieux, à protéger à tout prix. Le centre médical du complexe était un bâtiment modeste, destiné à gérer les soins de base du personnel militaire et quelques urgences civiles. Le docteur Magnuson le parcourut d'un regard que Traoré aurait pu croire strictement professionnel, s'il ne l'avait pas surpris en train d'évaluer avec précision les sources d'alimentation électrique, les lignes de communication, et les champs de vision vers d'autres zones sensibles du site. « Cela conviendra parfaitement », déclara-t-elle en posant sa caisse sur la table d'examen, avec une précision presque rituelle. « Il me faudra environ 1 heure pour installer notre équipement et calibrer les appareils de test. Serait-il possible de commencer les examens sur votre personnel dès cet après-midi? La détection précoce est essentielle en cas d'agent infectieux. » Traoré acquiesça, notant mentalement la rapidité avec laquelle elle cherchait à commencer ses « opérations », quelle qu'en soit la véritable nature. Il savait que les véritables missions humanitaires impliquaient de longues phases de préparation, de coordination avec les autorités locales, et une logistique rigoureuse. Son empressement trahissait des motivations qui dépassaient les simples préoccupations sanitaires. Il confia alors au sergent Konaté, l'un de ses soldats les plus observateurs et les plus fiables, la tâche d'assister le docteur Magnuson dans tout ce dont elle aurait besoin, tout en assurant une surveillance discrète de ses faits et gestes. Konaté reçut l'ordre d'être serviable et accommodant, tout en consignant chaque détail de ce qu'elle faisait réellement, en comparaison à ce qu'elle affirmait faire. Laissé seul dans l'établissement médical, le docteur Magnuson commença à déballer ses fournitures avec l'efficacité de quelqu'un ayant répété cette routine des dizaines de fois. Mais comme le rapporta plus tard le sergent Konaté, ces gestes ne correspondaient pas à ceux d'un professionnel de santé installant un simple matériel de diagnostic. Au lieu de se concentrer sur les fournitures médicales visibles sur la couche supérieure de la caisse,
Elle passa un temps considérable à examiner ce qui semblait être du matériel électronique soigneusement dissimulé en dessous. Elle assembla des dispositifs qui ressemblaient à des équipements de communication, prenant soin de les maintenir hors de vue de toute surveillance occasionnelle. Le plus révélateur fut cet appareil qu'elle passa près de 20 minutes à positionner puis repositionner, avec une attention méticuleuse. Il ne ressemblait en rien à un outil médical. Petit, sophistiqué, doté de plusieurs antennes miniatures, c'était typiquement le genre d'appareil conçu pour émettre ou capter un signal, pas pour ausculter un patient. Pendant que le docteur Manuzon travaillait, Traoré menait sa propre enquête sur ses antécédents et ses qualifications. La Coalition internationale de secours médical était bien une organisation légitime, et le nom du docteur Sarah Manuzon figurait effectivement sur la liste de son personnel. Ses diplômes de médecine, délivrés par l'Université de Stockholm, semblaient authentiques. Son expérience au sein de diverses ONG humanitaires était, à première vue, impressionnante. Mais Traoré avait depuis longtemps appris que les meilleures tromperies s'appuyaient sur des vérités partielles. La vraie question n'était pas de savoir si le docteur Manuzon était médecin, mais si sa fonction de médecin n'était qu'une couverture ingénieuse pour des activités bien plus secrètes. Il contacta un informateur des services de renseignement européens, un allié de longue date redevable de certaines faveurs. La conversation, menée en code, fut brève et opaque pour quiconque aurait tenté de l'intercepter. Mais le contenu reçu confirma ses soupçons croissants. Sarah Manuzon était bien une professionnelle de santé, mais ses missions humanitaires coïncidaient étrangement avec des périodes d'instabilité ou des enjeux géopolitiques majeurs. Ses déplacements au cours des 5 dernières années révélaient un schéma troublant. Elle arrivait fréquemment dans des régions stratégiques juste avant ou après des événements militaires ou politiques significatifs. Plus inquiétant encore, plusieurs de ses précédentes missions avaient été suivies de fuites de renseignements critiques, exploitées par les services occidentaux. Le motif était trop clair pour être ignoré. Alors que l'après-midi basculait dans la soirée, Manuzon acheva l'installation de son poste médical et demanda l'autorisation de commencer les examens le lendemain. Fatiguée par le voyage, elle demanda un hébergement pour se reposer. Traoré s'exécuta, lui fournissant un logement confortable dans les quartiers réservés aux invités, veillant toutefois à ce qu'elle soit discrètement surveillée. Des gardes se relayèrent devant sa chambre, sous couvert d'hospitalité, tandis que des dispositifs d'écoute captaient chaque son derrière les murs. Ce que ces appareils enregistrèrent allait confirmer les soupçons de Traoré et dévoiler une opération d'espionnage d'une rare sophistication. Vers 23h30, alors que le complexe s'était assoupi, des capteurs détectèrent une activité électronique suspecte dans les quartiers de Manuzon. Elle transmettait des données via un appareil qui n'avait rien à voir avec une trousse médicale. La transmission dura exactement 7 minutes, et visa un réseau satellite identifié par les renseignements comme lié à un consortium de renseignements européens. Les données comprenaient une cartographie détaillée du complexe militaire, défense, effectifs, infrastructures, fréquences de communication. Mais le plus accablant fut la présence d'un message codé mentionnant le protocole Night-Andal et la confirmation que la cible principale était accessible. Le langage était clairement opérationnel, non médical. À 3 heures du matin, Traoré reçut le rapport complet. Ses intuitions étaient justes, elle n'était pas simplement une espionne, mais un maillon d'une opération de collecte d'informations conçue pour préparer une action ciblée contre son installation. Dès l'aube, Manuzon sortit de ses quartiers, visiblement reposée, affichant le sourire professionnel d'un médecin prêt à se mettre au service de la communauté. Elle salua les soldats avec bienveillance, s'enquit de leur santé, parla du dépistage à venir avec enthousiasme. Mais Traoré l'attendait. Il était prêt. Armé de preuves irréfutables, il allait l'affronter non par la force ou les cris, mais avec la froide méthode d'un homme qui savait que la vérité bien exposée était l'arme la plus tranchante. Le docteur Manuzon venait de finaliser l'installation d'une station de diagnostic mobile lorsqu'il entra dans le poste médical, flanqué de 2 de ses officiers de confiance. Elle leva les yeux, radieuse. « Bonjour, colonel. Je suis prête à commencer les dépistages dès que votre personnel sera disponible. Je pensais commencer par vos agents, puis élargir à la population locale. La détection précoce est essentielle pour éviter toute propagation. » Traoré acquiesça lentement, son visage impassible. « Docteur, avant de commencer, pourriez-vous m'éclairer sur un détail concernant votre équipement ?» Il désigna du regard la station de diagnostic, qui, pour un œil non averti, semblait tout à fait standard. « Bien sûr, colonel. Que souhaitez-vous savoir ? Je suis curieux à propos de l'appareil que vous avez assemblé hier soir, vers 23h30. Celui avec les antennes multiples, qui a transmis des données pendant exactement 7 minutes à un satellite appartenant à un réseau européen de communication classifié. » Un subtil changement se produisit dans le regard de Manuzon. Son sourire ne vacilla pas, mais ses yeux perdirent un instant leur assurance. Elle essayait de comprendre comment sa transmission avait pu être repérée. « Je ne comprends pas ce que vous insinuez, colonel.
Je n'ai utilisé aucun dispositif de communication. J'ai simplement préparé mon matériel médical et relu mes protocoles de dépistage. Traoré s'approcha lentement de la caisse, toujours posée sur la table d'examen. J'ai un grand respect pour ceux qui consacrent leur vie à aider les autres, dit-il en soulevant délicatement les fournitures médicales de la couche supérieure. Ma sœur est infirmière. Elle a travaillé dans plusieurs camps de réfugiés ici, en Afrique de l'Ouest. Je comprends ce que signifie le vrai sacrifice. Le docteur Magnuson le regardait, de plus en plus nerveuse, tandis qu'il retirait calmement les pansements, les gants, les instruments de diagnostic. Puis il atteignit le fond de la caisse. Là, entre des draps médicaux soigneusement repliés, se trouvait un ensemble d'équipements électroniques sophistiqués. Antenne miniature, boîtier renforcé, module de transmission. Traoré la fixa. Docteur, vous insultez la mémoire de tous les véritables humanitaires qui ont risqué leur vie pour soulager la souffrance humaine, en utilisant leur noble profession comme couverture pour de l'espionnage. L'équipement exposé était sans équivoque, il ne servait pas à la médecine. Compact, sophistiqué, manifestement conçu pour la collecte et la transmission de renseignements, il appartenait à une technologie que seuls des services de renseignement bien financés pouvaient se permettre, loin des moyens habituels des ONG médicales. Le docteur Magnuson le fixait, silencieuse. Son esprit, affûté par des années de formation au travail clandestin, évaluait déjà les options, les conséquences, les portes de sortie possibles. Mais les preuves étaient là irréfutables. Le mensonge n'était plus une stratégie viable. « Colonel, je peux vous expliquer » commença-t-elle. Mais Traoré leva la main. Sa voix, calme mais ferme, portait l'autorité de ceux qui ne sont pas habitués à être contredits. « Docteur, ou qui que vous soyez vraiment, je vais vous offrir une opportunité que vous ne méritez pas. Vous allez me dire la vérité. Sur votre mission. Vos objectifs. L'organisation que vous représentez. Si vous choisissez de continuer à mentir, je transmettrai ces preuves aux médias internationaux, et je laisserai le monde juger. » Le poids de ces paroles écrasa l'air comme une chape de plomb. Magnuson, pourtant entraîné aux interrogatoires hostiles, ne s'attendait pas à se retrouver face à un adversaire aussi méthodique, aussi préparé, aussi dangereux. Elle tenta néanmoins de gagner du temps. Quelle preuve? Traoré fit un signe à l'un de ses officiers, qui s'avança avec un dossier. Il contenait des photographies satellites, des transcriptions d'interceptions, des journaux de communication horodatés. Traoré commença à les égrener, implacable. Images satellites de votre équipement de transmission en cours d'assemblage. Interceptions électroniques de vos échanges codés avec un réseau de renseignement européen. Analyse des données transmises, plan du complexe, effectif, infrastructure de communication, vulnérabilité. Chaque élément venait anéantir un peu plus sa couverture. Rien n'était flou, rien n'était extrapolé. Les preuves étaient d'une précision clinique. Mais surtout, ajouta Traoré, nous avons enregistré chacune de vos actions depuis votre arrivée. Chaque mot, chaque mouvement, chaque transmission. Le coup de grâce. La docteure s'affaissa sur une chaise, vidée. Le masque était tombé. Elle savait qu'elle venait de perdre plus qu'une mission, peut-être sa liberté, peut-être sa carrière, peut-être sa patrie. Sa voix, lorsqu'elle parla enfin, était à peine un souffle. Que voulez-vous de moi? Je veux la vérité. Qui vous a envoyé? Quelle était votre véritable mission? Quelle organisation représentez-vous réellement? Un silence épais s'installa. Puis, à contre-cœur, elle céda. Je m'appelle Sarah Magnus. Je suis médecin, oui. J'ai travaillé pour des ONG. Mais ce n'est pas pourquoi je suis ici. Traoré ne dit rien. Il savait que le plus difficile était fait. Il attendit patiemment, laissant la vérité se frayer lentement un chemin à travers les couches d'entraînement et de loyauté. Je travaille pour un consortium de renseignement européen. Mon rôle est d'observer les développements militaires et politiques dans les zones stratégiques. Chaque mot semblait lui coûter. Ma formation médicale me permet d'obtenir des accès inaccessibles autrement. Hôpitaux, camps, zones sensibles. Je collecte ce que les satellites ou les espions conventionnels ne peuvent pas atteindre. Et ici? Quelle était votre mission? Elle inspira lentement. La tension dans la pièce était presque physique. Évaluez les capacités défensives de votre base. Inventoriez votre équipement, vos effectifs. Identifiez les failles logistiques. Préparez des analyses pour de futures opérations. De quelle nature, ces opérations? Son regard croisa le sien. Fatigué, mais lucide. Résigné. Je ne suis pas informé des détails. Mon rôle s'arrête à la collecte. Mais, les données que j'ai transmises auraient été utiles à toute opération militaire ou secrète contre vous. Les implications de ces paroles résonnèrent comme un coup de tonnerre silencieux dans la salle. Ce n'était pas un simple cas d'espionnage. C'était une phase préparatoire. Traoré s'approcha d'un pas.
Il ne haussait pas le ton. Il ne montrait ni colère ni triomphe. Qui a autorisé cette mission? Le regard de Magnuson se durcit à nouveau. Un reste de sa formation reprenait le dessus. Je ne peux pas vous dire ça. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas? Je ne veux pas, répondit-elle. Parce que les conséquences de trahir ceux qui m'ont envoyé, seraient pires que ce que vous pouvez m'infliger ici. Traoré la regarda en silence pendant un long moment. Puis il déclara simplement, en se tournant vers ses officiers. Placez-la en détention sécurisée. Pas comme prisonnière. Comme preuve. Et tandis qu'il l'emmenait, il ajouta à mi-voix, presque pour lui-même. Nous savons maintenant à quoi nous avons affaire. Et nous allons y répondre. Avec notre propre vérité. Traoré comprenait parfaitement la position du docteur Magnuson. Il savait que son silence n'était pas seulement motivé par la peur ou la loyauté, mais aussi par une discipline professionnelle forgée par des années d'entraînement. Pourtant, son refus obstiné de coopérer réduisait considérablement les marges de manœuvre. Il ne s'agissait plus de convaincre. Il s'agissait désormais d'envoyer un message clair à ceux qui l'avaient envoyé. « Docteur, je vais vous offrir une dernière opportunité de reconsidérer votre position, dit-il d'une voix posée, glaciale dans son calme. Vous avez été prise en flagrant délit d'espionnage contre une installation militaire souveraine. Les preuves sont accablantes. Si vous ne coopérez pas, elles seront rendues publiques. » Le visage de Magnuson ne trahit aucune émotion, mais son regard devint plus dur. Le choc de son arrestation s'était estompé, remplacé par l'instinct de survie opérationnelle. Je ne peux pas et ne fournirai pas d'informations susceptibles de compromettre des opérations en cours ou de mettre en danger d'autres membres du personnel. Ce n'est pas négociable, quelles que soient les conséquences. Traoré hocha lentement la tête. Il s'attendait à ce refus. Très bien. Alors nous passons à l'étape suivante. Il fit un signe. Les officiers commencèrent à installer un système d'enregistrement vidéo. Leur calme professionnel, presque bureaucratique, contrastait brutalement avec l'enjeu du moment. Le docteur Magnuson les observait, ses mains crispées sur les accoudoirs de la chaise. Elle comprit alors que son exposition n'allait plus rester confidentielle. Son identité, son rôle, sa mission, tout allait être livré au jugement de l'opinion publique. « Colonel, je vous en supplie. Reconsidérez, dit-elle, pour la première fois avec une pointe de désespoir dans la voix. Si vous rendez ces informations publiques, cela ruinera ma carrière, mettra ma famille en danger et risquera de compromettre d'autres missions humanitaires légitimes. Mais la compassion n'avait plus sa place. Docteur, ce sont des conséquences que vous auriez dû envisager avant de travestir l'action humanitaire pour couvrir une opération d'espionnage, répondit Traoré sans détour. Ce que vous avez fait ne salit pas seulement votre nom. Cela met en danger chaque véritable médecin, chaque infirmier, chaque travailleur humanitaire qui œuvre dans les zones de conflit. Vous avez donné aux tyrans un prétexte pour expulser, soupçonner, voire tuer ceux qui viennent pour aider. Le système d'enregistrement était maintenant en marche. Plusieurs caméras pointaient sur la scène, enregistrant à la fois Traoré et le docteur Magnuson, assise dans son uniforme, désormais vidé de sa légitimité. Traoré prit la parole devant les caméras, son regard fixé droit dans l'objectif. « Mesdames et messieurs, ce que vous allez voir est la preuve irréfutable d'une opération d'espionnage dissimulée sous le voile de l'aide humanitaire. » Il se tourna légèrement, désignant le docteur Magnuson d'un geste. Cette femme s'est présentée comme le docteur Sarah Magnuson, représentant la coalition internationale de secours médical, venue ici pour répondre à une prétendue épidémie. Ses références semblaient en règle. Sa mission, crédible. Mais tout cela n'était qu'une couverture sophistiquée. Traoré s'approcha de la table d'examen. Il souleva l'un des dispositifs électroniques extraits la veille, un émetteur codé compact, aux multiples antennes repliables. Aucun signalement d'épidémie n'a été émis par les autorités sanitaires locales. Aucun besoin médical n'a été exprimé. En réalité, cette femme a transmis des renseignements militaires classifiés à un réseau satellite identifié comme appartenant à un consortium de renseignements européens. Il brandit l'appareil face aux caméras. Voici l'outil de cette trahison. Pas un appareil de diagnostic, mais un système de collecte et de transmission de données sensibles. Elle a documenté la configuration de notre base, nos défenses, nos communications. Elle a transmis ces informations en pleine nuit, dans le plus grand secret. Le visage du docteur Magnuson était fermé, mais on pouvait lire dans ses yeux une lucidité tragique. Elle savait que cette séquence serait vue, partagée, analysée. Sa carrière dans l'ombre était finie. Sa couverture, détruite. Le prix serait lourd, pas seulement pour elle, mais pour tous ceux dont elle avait protégé les identités. Traoré, quant à lui, avait rempli sa part du contrat moral. Il n'avait pas utilisé la torture. Il n'avait pas monté de coups tordus. Il avait exposé la vérité, lentement, méthodiquement, avec une précision chirurgicale. La personne responsable de cette opération a confirmé qu'elle était bien médecin,
ayant travaillé avec des organisations humanitaires. Mais elle a également reconnu que son objectif principal ici était de recueillir des renseignements en vue d'éventuelles opérations futures contre notre position. Traoré marqua une pause, laissant le temps aux futurs téléspectateurs de saisir toute la portée de cette révélation. Il s'agissait là d'une forme de tromperie particulièrement dangereuse, car elle exploitait la confiance et la bonne volonté dont dépendent les organisations humanitaires pour accomplir leur travail vital. Lorsque des opérations d'espionnage utilisent une couverture humanitaire, elles mettent en danger tous les véritables travailleurs humanitaires qui servent dans les zones de conflit, en instillant suspicion et méfiance envers ceux dont la seule motivation est d'aider. Il se tourna ensuite vers le docteur Manuzon, resté silencieuse tout au long de sa déclaration. Les preuves de cette opération d'espionnage seront transmises aux médias internationaux, annonça Traoré, afin que la communauté mondiale comprenne comment des agences de renseignement compromettent les missions humanitaires en exploitant l'une des professions les plus nobles de l'humanité à des fins politiques et militaires. L'enregistrement se conclut par une présentation détaillée de l'équipement saisi et des preuves rassemblées, fournissant ainsi une confirmation irréfutable de l'opération de renseignement exposée et déjouée. Quelques heures seulement après la fin de l'enregistrement, des copies furent envoyées aux principaux médias internationaux, aux plateformes de diffusion en ligne et aux canaux diplomatiques afin d'assurer une large diffusion. L'histoire se propagea rapidement sur les réseaux sociaux, déclenchant un vaste débat sur l'éthique de l'utilisation de couvertures humanitaires à des fins de renseignement. Le docteur Sarah Manuzon fut discrètement rapatrié en Europe par la voie diplomatique. Sa carrière, tant dans la médecine que dans le renseignement, prit fin avec la révélation publique de sa mission. Les organisations pour lesquelles elle avait travaillé nièrent officiellement toute implication. En privé, cependant, elles reconnurent que l'un de leurs agents les plus efficaces avait été neutralisé par un adversaire bien plus rusé qu'elles ne l'avaient anticipé. Mais les implications de cet incident allaient bien au-delà du sort d'un seul agent. La gestion exemplaire de la situation par Traoré envoya un message clair à toutes les agences de renseignement du monde. Les opérations utilisant une couverture humanitaire seraient désormais exposées et rendues publiques, plutôt que traitées discrètement via des canaux diplomatiques. La documentation complète, présentée avec rigueur et professionnalisme, révéla des capacités de contre-espionnage que beaucoup avaient sous-estimées, forçant une réévaluation globale des méthodes de collecte de renseignements dans les zones sous influence de Traoré. Pour les organisations humanitaires légitimes, cet incident mit en lumière les risques croissants associés aux opérations d'espionnage dissimulées sous couvert d'aide médicale ou sociale. La révélation de la mission du docteur Magnus renforça les soupçons déjà existants sur la véritable identité de certains travailleurs sur le terrain, compliquant leur mission et augmentant les dangers qu'ils affrontaient. Mais peut-être plus important encore, l'incident renforça la réputation de Traoré comme un stratège impossible à tromper, même par les opérations de renseignement les plus élaborées. Sa combinaison de réflexion stratégique, de rigueur dans l'enquête et d'action décisive face à la tromperie devint un modèle pour d'autres dirigeants confrontés à des menaces similaires. L'histoire de la mission ratée du docteur Sarah Manuzon se répandit rapidement dans les cercles du renseignement, devenant un cas d'étude incontournable. Elle servit d'avertissement contre la sous-estimation de l'adversaire et contre les dangers liés à l'exploitation de la compassion humaine comme couverture. Cette affaire fut même intégrée au programme de formation des agents, soulignant l'évolution des menaces et la nécessité d'adopter des méthodes plus sophistiquées dans les environnements hostiles où les anciennes tactiques ne suffisaient plus. Des années plus tard, les historiens du renseignement désignèrent cet incident comme un tournant dans les relations entre les agences de renseignement et les régions qu'elles surveillaient. L'exposition complète de la mission du docteur Magnus démontra qu'aucune opération, aussi méticuleusement planifiée soit-elle, n'était à l'abri de la vigilance d'un esprit préparé à voir au-delà des apparences. La caisse en plastique blanc contenant ses fournitures médicales et son équipement d'espionnage fut conservée comme pièce à conviction, un rappel tangible que, dans un monde où la tromperie revêt les habits de la compassion, la vigilance et le discernement restent nos défenses les plus fiables. Et dans l'enceinte même où tout avait commencé, les soldats racontent encore l'histoire du jour où leur commandant vit au-delà du sourire d'un ange, pour y découvrir les œuvres du diable, dissimulées sous des couches de mensonges habilement construits. Merci à tous de me suivre. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, vous me regardez de quel pays ?